Bonjour. La cité idéale imaginée par Platon est souvent considérée comme la première utopie sociale et politique de l'histoire des idées en Occident, à moins qu'il ne s'agisse plutôt d'une dystopie, car comme on va le voir, la société présentée ici n'a pas que des avantages pour l'individu. C'est dans la République, et plus particulièrement dans le livre 5 de ce dialogue célèbre, que Platon détaille les caractéristiques de cette cité parfaite qui, selon lui, va permettre de réaliser la justice dans la société, ou plus exactement de retrouver cette idée de justice, d'harmonie et d'ordre qui a existé à l'origine, mais qui s'est perdue. Une société juste, pour Platon, c'est une société dans laquelle chacun occupe sa place et exerce sa fonction propre, conformément aux exigences de l'intérêt général. Et c'est là, pour Platon, la définition même d'une société parfaite. Cette société idéale sera constituée de 3 grandes fonctions sociales, qui vont correspondre à 3 grandes castes sociales, à 3 types d'hommes qualitativement différents. La première est la fonction économique, qui sera exercée par les producteurs, les travailleurs en général, le peuple. Ce sont des éleveurs, des cultivateurs, des pêcheurs, des artisans, des marchands, bref, tous ceux dont le rôle consiste à subvenir aux besoins matériels de la société dans son ensemble. La deuxième fonction est la fonction militaire, assurée par les gardiens, les soldats, les guerriers. Ce sont les défenseurs de la cité contre les possibles agressions venues de l'extérieur. Ce sont aussi les garants de la sécurité intérieure. Enfin, la troisième fonction sociale est la fonction administrative, qui sera exercée par les philosophes. Une société doit être gouvernée, et elle doit l'être par ceux qui possèdent au plus haut point la connaissance et la sagesse. Ces philosophes sont issus de la classe des gardiens, et ils ont été choisis et sélectionnés pour leur qualité exceptionnelle. Ces 3 fonctions sont fortement hiérarchisées. Au sommet se trouvent les philosophes qui gouvernent la base de la société, c'est-à-dire le peuple des producteurs, en s'appuyant sur la puissance des gardiens. Pour légitimer et faire perdurer cette stricte hiérarchie sociale, qui est une garantie de justice et d'harmonie dans la cité, Platon va mettre en place plusieurs stratégies, qui ne concernent dans la plupart des cas que les classes sociales supérieures, à l'exclusion donc du peuple dans sa grande majorité. La première, et sans doute la plus célèbre, est de confier le pouvoir aux philosophes, qui sont considérés comme les plus savants et les plus sages des citoyens. La cité doit être gouvernée par ce qu'on appellera des philosophes rois, soit que le philosophe accède au pouvoir et devienne roi, soit que le roi se fasse philosophe. Platon défend ici une conception élitiste de la politique. Elle doit nécessairement reposer sur l'excellence des meilleurs. La cité parfaite, c'est donc une aristocratie dans laquelle ce sont les meilleurs parmi les gardiens, ceux qui possèdent la raison, la connaissance et la sagesse au plus haut point, qui seront choisis pour gouverner et commander le reste de la population. Une autre stratégie célèbre qui est mise en place pour faire perdurer la hiérarchie sociale et ainsi garantir la justice, l'ordre et l'harmonie dans la cité, c'est que tout doit être mis en commun, et en particulier les biens, les femmes et les enfants. Par la mise en commun des femmes et des enfants, Platon veut détruire l'institution de la famille parce qu'elle induit à l'égoïsme. En tant que dirigeant ou gardien, si j'ai une femme, si j'ai des enfants, je pourrais en effet être tenté d'utiliser mon pouvoir afin de les privilégier aux dépens de l'intérêt général. Quant à la propriété privée, elle provoque toujours de la jalousie et des rivalités qui sont cause de discorde et qui empêchent ainsi l'harmonie sociale. Dès lors, dans une cité idéale, les philosophes et les gardiens ne posséderont rien en propre, ni biens matériels, ni femmes, ni enfants. Ce dépouillement garantira leur dévouement total au service de l'État et permettra qu'ils se concentrent uniquement sur le bien de la collectivité. Certaines idées évoquées par Platon sont très modernes et ne peuvent que plaire à un lecteur ou une lectrice d'aujourd'hui, comme par exemple le fait que le philosophe insiste sur l'égalité des hommes et des femmes, considérant qu'une femme est tout aussi capable qu'un homme d'assurer des fonctions importantes au sein de la société. C'est d'ailleurs pourquoi l'instruction, qui combinera étroitement les éducations intellectuelles et physiques, doit être rigoureusement la même pour les garçons et pour les filles. Par contre,
d'autres idées peuvent pour le moins inquiéter, comme par exemple la politique eugénique mise en place, selon laquelle les membres de l'élite doivent se reproduire entre eux afin de conserver une certaine pureté à leur caste. Une politique eugénique selon laquelle aussi, seuls les enfants qui naissent en bonne santé sont élevés et éduqués, tandis qu'on se débarrasse discrètement des autres. À l'évidence, la cité idéale de Platon est une société autoritaire et liberticide, dans laquelle chacun est à la place qu'il doit occuper en fonction de sa naissance, chacun reste à sa place au sein d'une des 3 castes sociales homogènes, structurées et disciplinées, chacun fait ce pourquoi il a été conçu, avec l'appui d'une éducation qui va le conditionner à exercer telle ou telle fonction, et chacun contribue ainsi à former un tout ordonné, une société parfaite aux yeux de Platon. Dans cette cité idéale, élitiste et antidémocratique, dans cette société totalitaire, l'intérêt général et la sauvegarde de la société sont des exigences qui sont jugées supérieures à toutes les libertés individuelles, supérieures à la réalisation personnelle ou familiale, aux opinions et aux sentiments. L'intérêt général, il n'y a que ça qui compte. Dans la société idéale platonicienne, l'individu est au service de la collectivité. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo, et je vous invite à rester curieux et ouvert, à faire preuve d'esprit critique, mais aussi à prendre plaisir à la vie.